Bonjour, bienvenue au dernier webinaire Altamedia de la saison. Je pense que nous en ferons quand même à cet automne. Là, ça va être le dernier avant une pause estivale qui sera donc consacré aux tendances des formations relations clients en 2021. Avant toute chose, et toujours le point de vue, le point technique, comme on dit, est-ce que vous m'entendez? Alors, vous pouvez me répondre directement dans la partie chat qui se trouve ici à droite de votre ordinateur. Vous pouvez en profiter pour dire oui, je vous entends, ou bonjour de Lausanne, bonjour de Montreux. Super, merci Warren. Donc, visiblement, on entend très bien. Merci Jennifer, oui, parfait. Donc, on entend bien. Alors, j'en profite déjà pour, merci Merveille, pour être présent. Et puis, je vais vous expliquer rapidement, techniquement, comment ça se passe. Donc, le chat, c'est un endroit où vous pouvez vraiment à la fois nous dire bonjour, nous dire au revoir à la fin, mais on va surtout utiliser l'onglet questions, où là, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. À chaque fois que je vais les voir, eh bien, j'y répondrai volontiers au fur et à mesure. Et dans le cas où certaines voilà, auraient manqué à mon attention, j'y reviendrai de toute façon en fin de webinaire pour répondre vraiment à toutes les questions. Ce que je vous propose, c'est de commencer sans autre, hein, vu que vous êtes à l'heure, donc il n'y a pas de raison de vous faire attendre. Et je lance tout de suite. J'espère que vous voyez, tout se passe bien. Parfait. Donc, dernier thème, comme je le disais, du cycle consacré au développement de la relation collaborateur. Donc, quelles sont les tendances des formations relations clients pour 2021? Alors attention, hein, on l'a bien mis en sous-titre, c'est notre vision des formations consacrées au monde de la relation client. Évidemment qu'il y a sûrement d'autres visions, mais c'est d'après ce qu'on entend et les attentes que peuvent nous donner nos clients, c'est ce qu'on imagine. Voilà. Après, on est toujours surpris, on peut être surpris par plein de choses. Donc voilà, et puis selon le domaine aussi dans lequel vous intervenez, il peut y avoir des éléments qui seront un peu différents. Donc comme je l'ai dit, ce webinaire s'inscrit dans un cycle sur la relation collaborateur. Les deux autres qui sont passés sont toujours accessibles en replay. Il vous suffit pour cela d'aller soit sur Altamedia, la page news, soit l'endroit où vous vous êtes inscrit pour ce webinaire. Vous voyez les autres webinaires de la société. Vous avez aussi accès aux autres, à l'autre cycle qui était consacré plutôt à la présence client, avec un webinaire sur les enquêtes, l'autre sur la vente et l'autre enfin sur la mesure de l'efficacité de son service client. Pour se présenter rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je suis donc Fabien Révalo, je suis le fondateur d'Altamedia, que j'ai créé il y a maintenant 17 ans, ça passe, et nous sommes un acteur global de la relation client. Autrement dit, nous intervenons sur des missions de formation, d'enquête et d'accompagnement. Donc, globalement, nous répondons à trois grandes interrogations. C'est pour les sociétés, les organisations qui souhaitent connaître la qualité de leurs relations clients et collaborateurs. Donc là, on intervient par l'analyse de contacts clients réels, par les clients mystères ou par les enquêtes satisfaction. On fait beaucoup d'enquêtes collaborateurs d'ailleurs en ce moment pour savoir comment ils ont vécu la période et comment ils imaginent l'avenir, plus ou moins de télétravail, l'utilisation des outils à disposition. Ensuite, pour les sociétés qui souhaitent améliorer leurs relations clients, donc là, on intervient soit par le biais de formation ou d'accompagnement, et notamment sur les deux grands thèmes qui sont qualité de l'accueil et service client. Et puis enfin, pour les sociétés, là aussi, on est pas mal sollicité en ce moment, pour ceux qui souhaitent avoir plus de clients, ou aussi les fidéliser. Donc là, ça peut être des formations et des accompagnements autour justement du thème de la vente orientée client. Et puis, nous avons une prestation depuis 5 ans maintenant d'émission d'appel, qui est une alternative au call center ou aux appels faits à l'interne, puisque nous mettons à disposition une personne qui fait les appels seule depuis un bureau, soit chez elle, soit chez nous, soit chez le client. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça marche plutôt pas mal dans ce domaine-là. Tant mieux parce que pour les formations, c'est un peu moins facile ces derniers mois. Parfait, donc on va commencer directement. Alors, les tendances des formations relations clients en 2021, j'ai choisi de découper ce thème en trois grandes parties. D'abord les thèmes relations clients, qui à notre avis vont être tendance l'année prochaine. Ensuite, ce que l'on appelle les modalités pédagogiques. Alors, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas formateur ou si vous ne travaillez pas dans la formation. Hein, je vous expliquerai rapidement de quoi il s'agit. Globalement, c'est comment finalement se donnent ou s'animent les formations. Et puis enfin, ce que j'ai appelé les accompagnements. J'aurais pu aussi l'appeler le transfert, hein, puisque c'est surtout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour faire en sorte que le transfert sur le poste de travail soit encore meilleur. Et ça, c'est vrai que c'est une demande depuis plusieurs années.
mais qui va largement s'accentuer. Et on va être très, très pointu sur le retour sur investissement, et notamment dans les formations relations clients. Donc ça, il faut s'y attendre. Voilà. Certains sont prêts, d'autres moins, mais on pourra en parler. Alors d'abord, sur les thèmes, nous, on pense que les fondamentaux vont devoir être travaillés ou retravaillés. On s'est aperçu, avec cette crise à la fois sanitaire et économique, que forcément, la relation client à distance nous a fait rendre compte, moins à certains, et ceux qui n'étaient pas spécialisés de travailler en call center, en service client, que finalement, la communication paraverbale et non verbale, ça se travaille, et qu'une séance avec quelqu'un qui utilise le même ton de voix pendant 1h30, ça peut être très très long. Donc la prise de parole en public, c'est bien, mais c'est aussi la prise de parole en public à distance. Donc il va y avoir deux grands thèmes. D'abord, tout ce qui est basé sur la communication au sens large. Et là, une fois de plus, ça peut être les éléments paraverbaux, non-verbaux. Donc à la fois pour pouvoir animer à distance, pour pouvoir communiquer à distance aussi, pour les services clients. Nous avons vu aussi, par le fait que les gens étaient beaucoup plus amenés à s'écrire, que tous n'avaient pas les mêmes compétences en matière d'orthographe et de grammaire. Donc c'est aussi un élément sur la qualité des écrits sur lesquels on va pouvoir revenir. Et ça fera partie, à notre avis, des thèmes qui vont être vraiment demandés à partir de l'an prochain, déjà un petit peu avant. Et puis, oui, il y a aussi des nouveaux canaux qui sont apparus, comme le chat. Alors oui, le chat n'est pas un nouveau canal, mais on l'a sûrement un peu plus utilisé ces derniers mois. Et là aussi, il y a des codes à respecter, en dehors de l'orthographe et de la grammaire, où là, les gens sont encore plus durs, je dirais, sur le chat. Il y a des notions d'instantanéité. C'est-à-dire que le chat, pour moi, c'est un des canaux les plus difficiles, puisqu'il mélange à la fois la synchronicité du téléphone et en même temps l'exigence de l'écrit, où on va s'attendre à ce que quelqu'un écrive vraiment de manière parfaite. Donc, le chat, c'est à mon avis celui qu'on utilise le plus facilement, parce que oui, il y a un petit truc qui s'affiche, je vais pouvoir l'utiliser, et en même temps, c'est compliqué. Donc, tout ça pour dire que les fondamentaux, la partie communication, ça va faire partie quand même des sujets les plus demandés. Et puis, l'orientation client. On s'est assez rapidement rendu compte, j'ai eu des retours là-dessus, que les hotlines internes, notamment, l'informaticien de la société, quand la société est plus petite, n'était pas forcément super orienté client. C'est-à-dire que tant qu'il avait un ou deux ordinateurs à dépanner par jour, ça allait. Et puis, quand tout à coup, le téléphone s'est mis à sonner, qu'il fallait en même temps réparer, etc., et là, tout à coup, on s'est aperçu que les standards de qualité n'étaient plus tout à fait les mêmes. Donc, il va peut-être falloir repenser à introduire de l'orientation client. Donc, sous orientation client, ça peut être considérer mon collègue comme un client, ça peut être aussi considérer mon collaborateur comme un client. Par exemple, les ressources humaines, on a à peu près tout entendu sur le rôle des RH durant la crise. Certains ont dit que heureusement qu'ils étaient là, ils nous ont soutenus. Puis nous, honnêtement, il y a des sociétés qui nous ont dit, franchement, on les a pas vus de toute la crise. On ne sait pas où ils sont, ils nous ont pas contacté une seule fois. Peut-être qu'il va falloir se remettre en question en se disant, est-ce que les clients principaux des ressources humaines ne sont pas les collaborateurs? Et donc peut-être qu'il faudra travailler là-dessus, sur mon collaborateur client et comment je fais pour faire en sorte qu'il soit content, qu'il soit fidèle et qu'il parle de moi en bien, puisqu'il y a aussi l'aspect recommandation pour les collaborateurs. Donc ça, voilà, il s'agit de la partie fondamentaux, les fondamentaux. Il y a des thèmes qui sont tendances depuis 3 ans, et à notre avis, ça va continuer, et qui vont rester très demandés, aussi parce que l'évolution de la société veut ça. Bien d'abord, c'est la gestion des situations difficiles. Les statistiques ont beaucoup évolué ces 15 dernières années en Suisse. Il y a 15 ans, je pense que si quelqu'un à l'aéroport de Genève, au comptoir, avait un cas difficile par semaine, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez 5 à 6 interventions policières par semaine, bon, en période de forte affluence. Aujourd'hui, ça a dû un petit peu descendre. Donc, sous situation difficile, il y a à la fois l'agressivité des personnes à gérer, et puis il y a aussi les situations difficiles au sens large. Nous, par exemple, quand on travaille ce sujet au sein des entreprises, c'est aussi savoir dire non à un collègue, à un responsable qui veut vous inciter à faire une analyse de sang dans les 2 heures, alors que non, on est le week-end et que la procédure veut qu'on attende le lundi. Et puis, la personne commence à vous menacer en disant, je vous préviens que si ce patient va mourir, ce sera votre faute. Je l'ai entendu, hein, en vrai, en cas réel. Donc là, effectivement, travailler l'assertivité, comme on dit, hein, des gens, c'est-à-dire savoir s'affirmer par rapport à l'autre, ça fait partie aussi de ces techniques de situation difficile.
Et puis, sujet qui va encore se développer dans les années à venir, c'est tout ce qui est vente orientée client. Alors, ça peut sembler un peu bizarre parce qu'on lit de plus en plus d'articles sur la mort de la vente, et je suis pas loin de le penser aussi. C'est-à-dire que oui, le conseil va retrouver sa place et remplacer la vente agressive telle qu'on a pu la connaître dans les années 80 et que malheureusement certains continuent à faire encore aujourd'hui. Et pourtant, il y aura de plus en plus de monde à former puisque on va se retrouver avec des structures où il y aura de moins en moins de vendeurs dédiés à la vente, mais où par contre, chaque collaborateur, chaque collaboratrice sera un vendeur ou une vendeuse en puissance. Et ça, c'est vrai qu'on le vit, nous, déjà depuis 2-3 ans. La formation vente pour des non-vendeurs, que ce soit des techniciens, que ce soit des gens à l'accueil, que ce soit dans les services clients qui étaient dédiés jusque-là à l'explication de factures, par exemple. Aujourd'hui, on veut transformer tout ce qui est perçu comme des centres de coûts en centres de profit. Donc ça, c'est la mauvaise raison, on va dire. Hein. Voilà, je veux tout rentabiliser. Mais simplement, ça marche aussi. Le client, il met beaucoup plus sa confiance en un technicien qu'en un vendeur. Et si quelqu'un a une grosse machine qui coûte 10 millions de francs et qui se pose des questions sur le fait de la remplacer ou pas, il va d'abord poser la question à Richard qui vient tous les mois faire la maintenance de la machine, plutôt que d'appeler le service commercial de la société. Il y a toujours le petit doute de ah ouais, mais il va en profiter pour me vendre le nouveau modèle, alors que Richard, j'ai confiance en lui. Donc c'est plus de vendeurs et tous vendeurs. Je crois qu'on avait dû faire un article sur le sujet, c'est même sûr. On vous le retrouverez aussi sur le site Altamedia si jamais. Mais ça, on en est vraiment convaincus. Alors, certains enlèvent le mot vente pour faire moins peur. Donc, il y aura de plus en plus de formations au conseil, à la proactivité, à développer la proactivité dans votre service client. Mais toujours est-il que oui, ce sera pour faire des propositions adaptées à des besoins et donc de la vente finalement. Même si on exclut le mot vente et qu'on l'utilisera sûrement de moins en moins. Donc ça, ce sont les deux sujets, à notre avis, qui étaient déjà tendance et qui vont le rester. Et puis, là aussi, ça a été un peu exacerbé par la crise. À notre avis, il va y avoir un développement de tous les thèmes qu'on peut traiter ensemble. Alors, le choix de thème est quasiment illimité en matière de relations clients. Mais concrètement, oui, les team building qui ne servent à rien, où on va chercher à compter combien il y a d'épines dans le cactus, à construire un roller coaster, à faire tomber un œuf. Enfin, je dis pas qu'elles servent à rien, mais c'est toujours intéressant d'observer comment le groupe bouge, etc. Mais de plus en plus, on va vouloir là aussi avoir une notion de rentabilité, entre guillemets, c'est-à-dire oui, faire des choses ensemble, mais il faut que ça serve à l'entreprise aussi. Et donc, il va y avoir des thèmes comme justement l'orientation client, comment est-ce qu'on peut développer l'orientation client au sein de notre entreprise. Et là, les gens vont y réfléchir ensemble. Des ateliers concernant l'expérience client, ou toujours pareil, l'expérience collaborateur aussi. Tiens, un service RH peut se demander comment est-ce qu'on pourrait être encore meilleur avec les collaborateurs. On peut faire un parcours client en disant, depuis l'annonce jusqu'à la réception des candidatures, comment je réponds également au refus, jusqu'à l'arrivée pour celui qui ou celle qui a réussi à décrocher un entretien. On n'est peut-être pas obligé de se demander à tout prix qui c'est, on a le droit de l'attendre. Il peut y avoir même un dossier ou un bienvenu, monsieur Intel, voilà, s'il arrive, un peu comme on le faisait avec des clients, quoi, finalement. Et puis, écrire la charte client, c'est-à-dire plutôt que de confier ça à un consultant ou à un projet cadre, pourquoi pas le faire en atelier avec tous les gens du service qui réfléchissent ensemble, la faire vivre, c'est-à-dire que oui, écrire la charte client. Ensuite, ce qui est super intéressant à faire en atelier, c'est de dire à l'hôtesse de caisse, tiens voilà, toi, les valeurs de notre grande marque de distribution, que toi, tu peux la faire. Comment est-ce que toi, grand fabricant de pneus, alors que toi, tu es à l'usine et que tu fabriques les pneus, qu'est-ce que ça veut dire pour toi développer la qualité client ou fidéliser un client alors que je suis en train de fabriquer un pneu? Autrement dit, faire des chartes clients, c'est très bien. Que chacun dans l'entreprise ou l'organisation sache à quel point lui, il peut vivre et faire vivre ces valeurs-là au quotidien, c'est encore mieux. Et là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous payez un consultant très cher, c'est possible, pour réfléchir à ça, ou faire un groupe projet. Mais il y a aussi, je trouve, l'intelligence collective. Et oui, c'est un mot à la mode, une expression à la mode, mais ça marche vraiment. Nous, on l'a toujours fait. Il y a 15 ans, la charte d'accueil au HUG a été faite comme ça. Évidemment que ça marche beaucoup mieux, puisque les gens vont beaucoup plus facilement se plier, entre guillemets, aux directives qu'ils ont eux-mêmes édictées, et en tout cas plus que s'ils ont le sentiment que ça sort de la tête des directeurs du 8e étage ou de la tête d'un consultant qui, de toute façon, connaissait pas notre métier, etc. Donc, même si 95% des choses qu'ils vont rédiger et écrire
étaient des choses que vous aviez déjà prévues, je vous conseille de le faire directement aux collaborateurs concernés. Et puis, profiter finalement de tout ce qui se fait dans l'entreprise pour les faire travailler, réfléchir sur le sujet. Les ateliers post-enquête, c'est super de faire des clients mystères, des enquêtes de satisfaction. C'est dommage, comme on le disait lors du premier webinaire au mois de mai, de mettre ensuite les résultats dans un tiroir. Donc là, oui, c'est typiquement un thème à traiter ensemble. OK, on a tel résultat lors des dernières campagnes de visite mystère. Où est-ce qu'on est bon? Comment est-ce qu'on peut garder ça? Où est-ce qu'on peut s'améliorer? Et on travaille ça ensemble. Et c'est un thème qui est génial. Et peut-être perçu comme plus utile à la fois par les participants et par la direction que d'aller construire une cabane. Mais une fois de plus, ça peut être aussi utile pour serrer les liens et faire d'autres choses. Je ne veux pas être trop critique là-dessus. Et puis, et ça aussi, c'est une tendance qui est assez lourde, mais qui s'accentue encore largement, notamment grâce ou à cause du digital, c'est qu'aujourd'hui, toujours plus de formations certifiantes diplômantes. Je vous donne un exemple concret. Les formations qui marchent le mieux sur LinkedIn Learning sont celles qui donnent lieu à un badge. Aujourd'hui, on a besoin de badges, de certifications. Je communique dessus. Alors, certains vont me dire, oui, c'est de l'orgueil. Oui, il y a une part d'orgueil probablement, et je suis le premier à le faire aussi. Je suis content si j'ai passé 5 jours pleins sur une formation, que ça puisse me servir et apparaître. Alors, à l'époque, on disait apparaître sur le CV. Aujourd'hui, apparaître peut-être sur mon profil LinkedIn, parce que le CV, personnellement, je ne le communique pas beaucoup. Là, j'en ai isolé 3, mais il y a sûrement plein d'autres choses. Alors, pour les formations classiques, on va dire, oui, c'est vrai que on nous demande déjà de plus en plus de certificats. Alors là, attention, je fais une nette distinction entre attestation et certificat. Alors, il y a des gens qui aimeraient qu'on fasse des certificats pour quelqu'un qui a participé à une formation. Non, une participation à une formation, c'est une attestation. Oui, il a participé. Voilà. Maintenant, si je veux délivrer des certificats, même si c'est nous-mêmes qui le faisons, ou si vous le faites à l'interne, il va falloir valider les connaissances, les compétences acquises, les connaissances apprises. Donc, il faut des tests post-formation. Alors oui, ça peut se faire à la fin de la formation, à la fin de la journée, mais je suis toujours très surpris de voir que des gens se baladent avec des certificats ou des diplômes, alors qu'il n'y a jamais eu aucun moyen, aucun moment où on a validé les compétences ou les objectifs, l'atteinte des objectifs de formation. Ça aussi, j'y reviendrai. De plus en plus de certifications pures. Je prenais l'exemple de l'orthographe et de la grammaire tout à l'heure. Alors, j'ai pris un exemple évidemment que nous on utilise, vu qu'on est un centre de formation agréé centre de certification agréé pour le Robert. C'est un moyen de prouver ses compétences. De la même manière qu'avant on avait le TOEFL ou autre, il y a toujours d'ailleurs le TOEFL pour les langues étrangères. De plus en plus, on va avoir besoin de. Alors, il y a le certificat Voltaire qui existe aussi, il y a le Robert, mais c'est d'avoir un nombre de points pour dire oui, moi je suis capable, j'habite à Zurich, je travaille à Zurich, mais je suis capable de traiter les mails en français parce que j'ai un score de 920 au Robert, et c'est pas lui qui l'a déterminé tout seul dans son coin, c'est un vrai test et qui est valable X temps, et donc qui permet vraiment de clarifier les choses, par exemple avec un client externe. Donc ça, ce sont des choses distantes. Et puis enfin, il y a des formations diplômantes. Alors, j'ai pris l'exemple de Colnet, vu que c'est l'association suisse des centres de contact avec qui on travaille aussi, et que je connais mieux. Évidemment, il y a tout un ensemble de brevets fédéraux autour de la relation client, autour de la vente ou autre. L'avantage des brevets fédéraux, c'est que depuis 2018, si je ne me trompe pas, la moitié de l'investissement de la formation est pris en charge par la Confédération. Je crois que la seule condition, c'est pour autant que vous habitiez en Suisse. Ça n'est en tout cas pas lié aux résultats. Donc, c'est-à-dire que même si vous échouez, la moitié de la formation est prise en charge par la Confédération. Donc, il y a une tonne de brevets fédéraux. Là, j'ai mis le focus sur celui-ci, sur le Contact Center Supervisor, mais donc il y en a tout un tas. Pour l'instant, c'est limité, à ma connaissance, aux examens fédéraux, donc brevets et diplômes, sachant quand même que la Suisse vient de se faire un peu retoquer par l'Union européenne, même si elle n'en fait pas partie, elle fait partie quand même de certains engagements. Comme quoi, contrairement à ce que l'on pense, la Suisse, c'est un parent pauvre de la formation continue. Vous avez peut-être vu certains articles sur le sujet la semaine dernière. Et donc, il y a fort à parier que la Suisse fasse peut-être un tout petit peu plus d'efforts pour inciter à la fois les entreprises, mais aussi les individus à se former de manière continue. Donc, je vous incite à regarder ce qui va se passer. Nous, on communiquera dessus aussi, évidemment, si on voit passer des choses. Et puis, Call Center Agent, par exemple, là, c'est pas un diplôme officiel. Par contre, oui, il est organisé par l'association fêtière Callnet.
Et nous, par exemple, on va intervenir cet automne pour une entreprise qui a décidé, elle a 3 stades d'agents dans son service client. Eh bien, pour être au niveau supérieur, hein, l'ultime, eh bien, l'ensemble des agents devront avoir prouvé, ils doivent prouver qu'ils ont passé le call center agent pour avoir accès à ce 3e stade qui donne accès à des responsabilités, à un salaire différent également. Donc ça aussi, ce sont des choses qui vont de plus en plus arriver, soit par des formations internes et des certifications internes, soit par l'externe, et en l'occurrence, soit par des instituts de formation, par l'association fêtière. Ça, ce sont des choses qui se développent aussi beaucoup. Voilà, donc là, on était sur les thèmes, et je suis dans le timing, puisque, je ne l'ai pas dit au début, mais on essaie toujours de tenir à peu près jusqu'à 30-35 pour pouvoir laisser du temps, 5-10 minutes d'échange, pour terminer au plus tard à 11h45. En termes de modalités pédagogiques, eh bien, la formation va être de plus en plus considérée comme un tout, un système. C'est-à-dire que c'est plus la demi-journée, la journée. Bon, je ne parle même pas des 3 jours à l'époque qu'on pouvait passer dans un bel hôtel au-dessus de Montreux ou ailleurs. Mais là, voilà, nous, on le voit vraiment comme un système. On pense toujours quand même que le présentiel sera au centre du dispositif. Bien sûr qu'il y aura de plus en plus de formations à distance. Là, je parle des grandes tendances. Donc, dans les grandes tendances, pour nous, le présentiel va rester au centre du dispositif. Je fais juste la parenthèse. Il y a eu 2-3 hésitations au mois d'avril. Pour l'instant, nous n'avons aucun client qui nous a demandé une formation distancielle. Toutes les demandes faites pour l'automne ou les formations 2021 sont des formations présentielles, avec d'autres dispositifs, on va le voir ensemble. Mais en tout cas, la formation présence reste quand même le cœur du sujet. Peut-être 2 choses qui ont évolué, c'est qu'elles se méritent. Autrement dit, on ne va pas forcément envoyer tout le monde en présentiel. Peut-être qu'il va falloir que les gens prouvent qu'ils ont envie d'y être ou qu'ils ont atteint un score à l'interne qui permet d'y aller, et puis qui est valorisé aussi. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, valorisé à la fois par peut-être l'évolution possible ensuite au sein de l'entreprise, par des certificats, par des évolutions de salaire. Enfin voilà, ce sont des choses qui existent déjà, mais qui vont être encore plus développées. La formation comme un tout, c'est que une fois de plus, il n'y a pas que le pendant, il y a l'avant et l'après. Alors avant, après, oui, c'est à la fois avec l'entreprise ou l'organisation, c'est de s'organiser, de préparer, hein, en amont et en aval, notamment avec la notion de transfert dont on parlera tout à l'heure, mais aussi au niveau de l'individu. C'est-à-dire que le participant aussi, on va lui demander de plus en plus systématiquement de se préparer en amont, et on va vouloir avoir des preuves de ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était juste, oui, vous regarderez, puis évidemment, il y en avait 80 à 90% ou 80 à 90% qui arrivaient sans avoir lu tel ou tel document. Là, aujourd'hui, avec certains LMS, donc Learning Management System, il est possible de faire en sorte que la personne, par exemple, ne puisse pas savoir où a lieu la formation présentielle s'il n'a pas fait ses devoirs, entre guillemets, avant. Ça existe vraiment, hein. Je l'ai vu avec un partenaire suédois. Il y a des gens qui n'avaient pas pu se rendre en Autriche à une formation parce qu'ils n'avaient pas eu le badge, autrement dit aussi l'accès pour avoir accès à l'hôtel, hein, par exemple, parce qu'ils n'avaient pas fait leurs travaux préparatoires. Ils estimaient qu'on n'avait que 2 jours sur place près de Bratislava, mais côté autrichien, et que donc il fallait investir là-dedans. Et puis l'après, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être le test qui valide ce que vous avez vu sur la formation présentielle, donc soit à la fin de la formation, soit ça peut être une semaine après ou autre, et on peut retrouver des tests. On peut aussi retrouver des ressources. Hein, le participant va trouver des ressources qui vont l'aider à pratiquer sur le terrain. Donc là aussi, je reviendrai sur le transfert tout à l'heure. Des choses qu'on peut faire en présentiel, en distanciel. Alors là, je veux juste expliciter ces 2 logos parce qu'ils sont un peu faux finalement. Je suis tombé un peu dans le piège de dire, ah oui, en présence, c'est à plusieurs, puis à distance, c'est tout seul. Non, on peut aussi faire du distanciel à plusieurs, ce qu'on appelle la classe virtuelle, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on ne nous le demande pas trop, mais pour les formations diplômantes, par exemple, type brevets fédéraux, si on veut descendre les prix de ces formations, ce sera aussi un bon moyen, hein, à la fois de pousser la personne à faire elle-même des choses toute seule, parfois à distance, puis aussi de temps en temps de faire des classes virtuelles plus courtes, mais à plusieurs. Et puis enfin, les 2 mots barbares, synchrone, asynchrone. Là aussi, on a tendance à penser, alors synchrone, c'est en direct, si je devais le dire de manière un peu triviale, et puis asynchrone, c'est en différé, donc c'est le A privatif, hein, voilà, donc c'est pas en même temps. Et là aussi, on a tendance à se dire, ah oui, alors du coup, le présentiel, c'est forcément à plusieurs et forcément en direct, et puis tout ce qui est à distance, c'est forcément seul et en différé. Non, il y a aussi des choses qui se font en direct
à distance, que ce soit en groupe ou seul. Et puis, il y a aussi de l'asynchrone qui peut se faire, alors bizarrement en présentiel, oui, puisqu'on peut aussi montrer des vidéos ou montrer autre chose. Donc, je ne le conseille pas trop, mais ça existe aussi. Donc, mais si on prend tous ces éléments ensemble, voilà, c'est la formation comme un tout, comme un système andragogique, comme un système de formation qui va permettre d'atteindre les objectifs fixés en amont. Évidemment, toujours plus de digital et sous plein de formes différentes, pas seulement à distance, une fois de plus. Le digital, il peut très bien être utilisé en salle de formation. Des outils, alors nous on utilise Klaxoon, mais ça peut être Kahoot, ça peut être d'autres outils de micro-learning, de rapid learning, tout ce que vous voulez en learning, hein, il y a de plus en plus de mots comme ça. Ça peut être du e-learning classique, du serious game. Clairement, ce qui va évoluer, c'est que là aussi, c'est plus présentiel, un animateur qui présente, éventuellement 2-3 travaux de groupe, et puis quand je suis tout seul chez moi, je fais du digital. Non, ça peut être aussi très mixé. J'en discutais avec Warren, je crois, qui est présent d'ailleurs aujourd'hui, qui est un spécialiste du serious game. Oui, on va aussi vers de plus en plus de réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle, elle pourra se faire, oui, bien sûr, à la maison chez soi, mais elle pourrait aussi tout à fait se faire dans une salle de formation en reproduisant, par exemple, un magasin qui n'existe pas encore et faire travailler dans des conditions quasi réelles en formation des vendeurs d'électroménagers, par exemple, sans avoir à se balader avec tous les aspirateurs ou autres. Pour avoir reproduit dans des salles de formation des magasins de lingerie, je peux vous dire que si on pouvait s'éviter d'avoir les 3 cartons à porter le matin, en tant que formateur, on était aussi très content si on peut le faire en virtuel, surtout que c'est plus pour immerger la personne plutôt que d'utiliser les produits. Hein, donc là, ça peut être aussi, c'est aussi ça le digital. Et puis, toujours plus de gamification, donc d'utilisation du jeu. Je ne vais pas trop en dire là-dessus, puisqu'on a fait un webinaire la semaine dernière sur le sujet. Pour ceux qui n'ont pas pu y participer, une fois de plus, vous pouvez y avoir accès en replay. Mais concrètement, oui, le jeu, une fois de plus, si on dit que la formation présentielle, il faut tout en plus que les gens se disent mais pourquoi on est là et arriver à quelque chose, eh bien le jeu peut aider à atteindre des objectifs concrets en très peu de temps, que ce soit par l'utilisation de jeux de plateau, de théâtre d'improvisation, du théâtre forum, ou bien des jeux existants qu'on détourne. Et bien oui, ça peut être intéressant. Le jeu peut aussi permettre de faire vivre, au-delà de la formation présentielle, les concepts vus justement pendant la formation et de les utiliser, rejouer, gagner encore plus de points et de gagner finalement. Comme je l'ai dit, on a une formation sur l'orthographe. Je l'ai terminée il y a 2 mois. J'avoue que je l'ai reprise la semaine dernière pour améliorer mon score. Alors oui, il faut avoir une notion de gamer, de pouvoir s'améliorer, etc. Mais moi, je suis très content avec ça. Et puis, finalement, je m'améliore encore sur un sujet que je pensais avoir acquis, mais d'un coup, je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir quand même encore plus proche du 100%. Et donc, on reprend ça à distance et plus tardivement. Dernier sujet, les accompagnements. Alors, j'aurais pu appeler une fois de plus le transfert. Alors, pourquoi les accompagnements D'abord, et on l'a dit tout à l'heure, parce que la notion du après est très importante. On en a parlé tout à l'heure, la formation, c'est un tout. Le transfert, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de formations gadget, de formations où on se fait plaisir et puis rien d'autre derrière. Il faut continuer à faire des formations où on se fait plaisir, on prend du plaisir, où on joue. Mais il est très clair qu'il doit y avoir un objectif, en amont, et c'est pour qu'il se passe quelque chose sur le terrain. Une fois de plus, je parle aujourd'hui des formations relations clients. Peut-être que dans d'autres domaines ou d'autres thèmes, c'est moins le cas. Mais nous, il faut vraiment qu'on puisse voir sur le terrain qu'un vendeur vend plus, qu'il y a plus de sourires au téléphone et que ça s'entende, que les situations difficiles sont mieux gérées et on doit pouvoir l'évaluer. Donc, les accompagnements, ils vont permettre d'améliorer le transfert sur le poste de travail et donc faire en sorte que des concepts vus, compris, travaillés en formation puissent être appliqués sur le terrain. C'est ce qu'on appelle le transfert. Pourquoi, toujours dans le pourquoi, oui, il y a le retour sur investissement, et puis il y a le ROE. Alors attention, le ROE là, parce que si vous regardez ROE sur Google, vous risquez de tomber sur un autre ROE qui n'est pas tout à fait le même, qui est le Return on Equity. Là, c'est plutôt le Return on Expectation, c'est-à-dire par rapport aux objectifs fixés. Et ça devient de plus en plus important. Une grande majorité d'entreprises aujourd'hui mesurent cela, c'est-à-dire par rapport aux objectifs, ce que je viens de dire, finalement, est-ce que il y a plus de sourires, est-ce que les situations sont mieux traitées. Vous pouvez aussi choisir des indicateurs comme les enquêtes de satisfaction. Ok, avant, après formation, est-ce que les clients sont plus satisfaits quand ils contactent
notre service client quand ils vont dans tel ou tel magasin. Ça peut être aussi une campagne de visite mystère avant et après formation. Ça permet aussi de mesurer. Et puis, alors une chose qui était faite de temps en temps, mais qui va vraiment se développer, c'est le retour sur investissement. Alors évidemment, c'est plus facile à faire quand il y a de l'argent en face. Nous, on l'a toujours fait pour les formations vente, dans les chaussures, dans le chocolat, dans des meubles. Bah oui, avant, après la formation, vous voyez clairement le chiffre d'affaires pour un même nombre de visiteurs en magasin. Si vous avez plus 15, plus 20%, oui, la formation a été bonne, elle a été bien suivie. Le transfert a été fait aussi en l'améliorant. On verra tout à l'heure comment on peut l'améliorer. Donc, c'est ça la différence entre ROE et ROI. Et puis, alors oui, j'ai voulu faire mon formateur juste 2 petites minutes. Quand même un rappel pour ceux qui ne la connaissent pas, l'échelle de Kirkpatrick. Alors oui, certains sont fans de la taxonomie de Bloom. Moi, je préfère Kirkpatrick parce qu'on est plus sur le terrain et, à mon avis, elle correspond mieux à tout ce qu'on vit en matière de relations clients. Les 2 premiers niveaux s'intéressent vraiment à l'expérience individuelle de formation. Donc, les réactions, c'est ce qu'on a dans, alors, j'allais dire toutes, mais même pas, malheureusement. Il y a des formateurs qui ne demandent encore pas l'avis des participants à la fin d'une formation. Je trouve ça surprenant, mais bon. Mais c'est ce niveau-là. C'est la réaction, la notion d'apprentissage aussi, qu'est-ce que j'ai appris. Et puis, les 2 derniers, moi, m'intéressent beaucoup plus. C'est-à-dire que l'application, c'est OK, est-ce que la personne pratique ce qu'elle a vu en formation? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des résultats qu'on peut mesurer? Et le niveau 4 de Kirkpatrick, c'est quand même le top. C'est ce qu'on devrait tous savoir. Et pour nous, il est vraiment indispensable d'évaluer les actions de formation au-delà de la simple satisfaction des participants. Je ne vous cache pas que pour préparer cette intervention, j'ai regardé ce que j'avais pu raconter sur le sujet, et je suis tombé quand même sur une conférence qu'on avait donnée en 2008 avec nos collègues québécois qui étaient venus en France, donc Triade et Pierre-Marc Jasmin, et le sujet était déjà celui-là, c'est-à-dire le sujet de mon intervention était: peut-on vraiment mesurer le retour sur investissement d'une formation faite en call center? Alors oui, on peut, en l'occurrence. Et pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous donner le détail de cette conférence. Il faudra juste changer les slides parce qu'ils font très quand même 2008. C'est là où on voit que c'était il n'y a que 12 ans, mais c'était comme il y a 12 ans. Donc ça évolue quand même très très vite. Alors comment est-ce qu'on fait pour favoriser le transfert dans les 5 minutes qui me restent? Une fois de plus, il n'y a pas forcément de révolution, c'est plutôt une évolution assez naturelle qui se fait. Alors j'ai isolé trois grands thèmes. D'abord en solo. Autrement dit, bien oui, j'ai fait une formation, à la limite peut-être présentielle ou en solo, mais peu importe. Mais c'est ensuite seul que j'ai de plus en plus d'outils à disposition pour favoriser le transfert. Alors là aussi, je vous le disais, il y a du rapid learning, du micro-learning, ça peut être du e-learning assez simple, ça peut être aussi aller faire des quiz, aller chercher des éléments qui vont, moi, m'aider à mieux comprendre les concepts, les intérioriser. Et puis, par exemple, un vendeur en magasin de bricolage, bah oui, aujourd'hui, on a tous un téléphone mobile, c'est quand même plus facile. Entre 2 clients et en période seule, mon rayon est rangé, il n'y a pas trop d'affluence magasin. OK, je préviens mon collègue, je vais derrière le bureau ou en salle de pause et rapidement, en 5 minutes, je revois la technique de questionnement du client pour faire en sorte que, OK, il vient acheter une perceuse, mais finalement, je m'intéresse plutôt à son projet et que lorsque je pense à son projet, c'est peut-être pas la perceuse que je vais lui vendre, c'est peut-être une solution globale parce que finalement, il est en train de refaire sa maison. Donc là, vous les aurez reconnus, on travaille pour Ambar, donc voilà, le penser projet, c'est ça. Sauf qu'avant, il fallait aller sur un ordinateur, réfléchir à ça, c'est pas forcément évident. Là, je peux sortir mon téléphone, avoir accès à une application micro-learning, faire un petit test, regarder une vidéo d'une minute, 1 minute 30, et hop, ça me revient. Parce que, ah oui, alors c'est pour ça peut-être que j'ai loupé la vente d'avant, je n'ai peut-être pas assez posé de questions, j'ai répondu trop vite, je n'ai pas creusé ses besoins, j'ai pas argumenté en bénéfice client, enfin tout ce qu'on veut. Ensuite, il y a les interventions de tiers hors management. Donc, il va y avoir de plus en plus des intervenants qui vont aider le participant à favoriser le transfert. Donc, ça peut être soit des formateurs, des animateurs, des coachs externes. On a eu la chance d'intervenir auprès d'une banque en Valais récemment. Et c'est vrai que je ne me sens pas coach, je suis plutôt accompagnateur. Mais il est clair que le transfert a été largement favorisé par le fait que chaque participante avait la possibilité de me contacter en tout temps. Et nous avions également des coachings, qu'ils soient physiques ou à distance de prévu. Et c'est clairement là, pour l'atteinte d'objectifs individuels, que l'accompagnement peut être super important, puisque il y a des choses qu'on ose dire en groupe, puis d'autres pas. Il y a des types de clients avec qui on s'entend bien et d'autres pas, mais j'ai pas envie de le dire devant tout le monde de peur d'être jugé.
Par contre, le dire à quelqu'un en duo, ben, ça passe mieux. Ça peut être aussi des fonctions spécifiques au sein des entreprises. Pour l'instant, on le voit plutôt dans les grandes organisations, des quality coach. Par exemple, Groupe Mutuel a eu toute une politique depuis 5 ans de développer cette fonction-là avec des gens qui sont dédiés à la qualité, qui ne sont pas les mêmes que les managers. Et ça, c'est très intéressant. On voit apparaître dans des structures plus petites maintenant aussi, avec des gens qui s'occupaient justement de la formation, mais tout à coup on peut dire, mais, tiens, ce serait pas mal aussi que tu t'occupes de l'accompagnement, hein, d'avoir du coaching là-dessus. Et ça aussi, ça va permettre de favoriser le transfert. Et puis, quelque chose que moi j'ai découvert chez Swisscom il y a quelques années déjà, le coaching entre pairs, PAIRS, c'est-à-dire entre personnes de même niveau hiérarchique. Et il y avait un programme à l'époque chez ce qui s'appelait encore Directories, qui s'appelait le Power Coaching, je crois, chez Swisscom, et qui était assez sympa. C'était qu'une collaboratrice se mettait à côté d'une collègue à elle pendant 1 heure et demie, et était là uniquement pour observer, écouter et donner des feedbacks constructifs à sa collègue. Alors évidemment, pour faire ça, il faut donner quand même 2-3 notions de technique de feedback à la personne, parce que j'ai souvenir aussi d'une marque d'horlogerie, bijouterie plutôt, pardon, grand public, où malheureusement, vu que c'était à la mode il y a 6-7 ans, ils avaient dû voir que ça se faisait chez Swisscom, ils ont dit, voilà, en fin de journée, maintenant, vous vous direz ce que vous avez pensé du travail de votre collègue. Point. Ça a été un carnage, donc ça a duré à peu près 3 mois, et quand ils ont vu l'ambiance que ça créait dans les boutiques, ils ont arrêté tout de suite. Donc oui, il faut quand même donner 2-3 outils de technique de feedback, méthode sandwich, feedback constructif, pour que les gens puissent le faire. Mais ça marche pas mal, parce que justement, il n'y a pas cette notion de jugement, j'ai pas peur, c'est pas mon chef qui me le dit. Voilà. Et puis, ben, malgré tout, moi, je pense que le manager de proximité, développer la culture du feedback justement chez le manager de proximité, c'est quelque chose qui est très positif. Alors, ça peut se faire à 2, ça peut se faire à 3. Ça peut être très intéressant. Pareil, hein, le coaching entre pairs. Il y a un magasin de meubles pour qui nous étions intervenus où, oui, c'était le collègue qui m'observait, qui m'écoutait toute la journée. Par contre, le feedback était donné en présence du chef de rayon. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de limiter justement les dérives, parce que ne fait peut-être pas exprès, mais en commençant son feedback à dire « Ouais, alors j'ai trouvé que tu posais pas assez de questions. » Et là, voilà, c'est au manager de proximité, en l'occurrence le chef de rayon, de dire « Attention, tu te rappelles la méthode sandwich, tu commences par du positif. Ah oui, alors je trouve que tu as une technique de vente, d'argumentation de produit, tu les connais super bien. Maintenant, je pense que tu pourrais encore plus t'améliorer en posant des questions. » Et puis, ben, voilà, il y a aussi le rôle du manager. Et là aussi, je vais raccrocher à l'actualité. On a vu que manager à distance, c'était pas évident pour tous les managers, visiblement. Aussi parce que certains sont encore dans une forme très pyramidale et descendante, alors que pour être un bon manager à distance, on doit être un manager bienveillant et un manager de feedback et de culture feedback. Et là aussi, ceux qui s'en sont sortis le mieux ben, sont ceux qui avaient plutôt cette culture-là. Et pour le coup, ce qui va vraiment favoriser le transfert, c'est d'avoir ce type de manager, d'abord qui vit lui-même les notions vues en formation et les concepts vus en formation. Parce que comme me disait un client, on commence toujours à nettoyer un escalier par le haut. Donc si je ne vis pas moi-même, la notion d'exemplarité, elle est importante. Et puis aussi parce que ben, c'est lui qui doit être le guide, en quelque sorte, et de faire appliquer la bonne charte client. Voilà, donc ça, c'est un ensemble pour favoriser le transfert. C'est pas ou, c'est encore mieux si c'est et. Alors certains disent oui, ça va coûter cher. Alors, ce qui coûte vraiment cher, c'est de ne pas s'occuper du transfert. Parce que oui, faire des formations en l'air, on a passé une demi-journée, une journée, 2 journées, et puis derrière, on ne calcule jamais ce que ça donne. Ça, oui, ça coûte très cher. Par contre, mettre 10-15% de l'ensemble de la valeur de la formation dans le transfert, c'est une évidence pour faire en sorte que ça marche. Et ça, je le conseille vraiment à tous. En conclusion, alors il n'y a pas vraiment de suspense, puisque je l'avais annoncé déjà dans le descriptif de ce webinaire. En conclusion, ben moi je pense qu'il faut finalement remettre celui ou celle qui est le plus important dans une formation, c'est-à-dire le participant ou la participante. Et finalement, quand on va construire un programme de formation, c'est d'abord lui qui doit être au centre de tout et être orienté participant. Alors ça tombe bien, dans nos métiers, on est censé être orienté client, mais là il va falloir être orienté participant. Et à chaque fois qu'on va créer quelque chose, on va dire, OK, est-ce que là, ce participant-là, c'est un outil qu'il pourrait utiliser? Vous voyez, je ne vais pas trahir de secret, mais on avait une séance avant avec Jennifer pour tout ce qui touche aux vidéos qu'on va proposer d'ici la rentrée, y compris pour les vidéos de support de formation. Mais tout à coup, on s'est dit, OK, là, ça irait bien pour tel type de participant, mais pour le vendeur en magasin,
cette vidéo, il va falloir qu'on la découpe en plusieurs tranches de 1 minute 30, 2 minutes. C'est évident de se dire ça, mais oui, il faut toujours se mettre à la place du participant. Et le client de la formation, finalement, qui est le participant, doit être au centre du dispositif. Alors attention, je ne voudrais pas être mal compris, ça ne veut pas dire que le participant décide de tout. Notamment dans nos thèmes, je pense que certains ici qui participent aujourd'hui à ce webinaire l'ont vécu. Nous, ça a toujours été une catastrophe de mettre des thèmes orientation client au sein de catalogues de formation. Pourquoi? Parce que simplement, alors les gens adorent, hein, oui, une fois qu'ils y sont, ils trouvent ça super sympa, voilà. Mais dans le catalogue, ils vont d'abord choisir des thèmes qui amènent une ligne sur le CV, chef de projet, voilà, des choses certifiantes ou diplômantes, hein, donc ça va un petit peu avec ce que j'ai dit, ou alors je peux en faire quelque chose d'autre à l'extérieur. Je vais m'améliorer en allemand, en anglais ou autre. Et puis les thèmes relations clients, ça concerne toujours le voisin. Ah, ma voisine, elle en aurait vraiment besoin, parce qu'elle elle est pas très agréable au téléphone. Mais évidemment que ça ne concerne jamais nous. Donc, je suis en train de dire que oui, il faut mettre le participant au centre du dispositif. Je suis pas en train de dire que toutes les décisions doivent être prises de la part du participant. Hein, attention, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, moi, j'arrive au bout de cette formation. Il me reste et de ce webinaire, pardon. Quand on parle de formation, j'ai formation en tête de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous rappelle simplement que le cycle de webinaire développé votre relation collaborateur est disponible encore en replay pendant une dizaine de jours, ainsi que le précédent d'ailleurs. Hein, voilà. Et ensuite, on verra, soit on les mettra sur YouTube, soit peut-être sur notre site internet. On n'a pas encore forcément décidé. Je vais revenir vers vous et je vais peut-être arrêter ici et voir s'il y a 2-3 échanges. Alors, quand j'ai dit questions, ça peut être aussi des remarques, hein, des réflexions que vous avez. Vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord avec moi d'ailleurs. Moi, j'aime ça d'ailleurs, hein, les gens qui ne sont pas toujours d'accord avec moi. Je vais juste remettre ça en fond et puis revenir vers vous ici. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je vois que c'est assez calme, donc tout est clair. Une fois de plus, hein, sentez-vous à l'aise d'exprimer votre avis, de dire tiens, il y a un thème peut-être que je n'ai pas cité, qui à votre avis va être au centre. Je devrais mettre tous mes webinaires sur YouTube, oui. Alors je le ferai, merci, c'est un bon conseil. Bon, on s'est posé la question, hein, c'est vrai que j'aurais peut-être pu commencer comme ça, mais je voulais pas être trop critique dès le départ. Il y a beaucoup de gens qui font en ce moment des articles, des webinaires ou autres sur l'avenir de la formation, c'est ceci, c'est cela, ou tout ce qu'on veut. Ce sont souvent des gens qui veulent vendre leur propre système. Donc attention, les gens qui vous disent oui, demain ce sera tout à distance, il y aura plus de formation présentielle, ce sera tout digital, ce sera tout. Non, on sera dans l'omnicanal. J'ai encore réagi, je crois, sur une sorte de même sujet hier auprès de quelqu'un qui est spécialiste en matière de content management, production de contenu, et où il titrait pour attirer l'œil aussi, hein, oui, tout n'est pas que le contenu. Bah oui, effectivement, tout n'est pas que le contenu. Il faudra aussi, pour la vente, faire de la prospection, faire de la recommandation, faire du digital ou autre. Et c'est un peu l'image que je voulais donner aujourd'hui, c'est dans les tendances formation relation client, dans ce que l'on perçoit en tout cas aujourd'hui, parce qu'une fois de plus, ça peut beaucoup changer. Je vous ai dit par exemple que la classe virtuelle n'était pas forcément très demandée par nos clients aujourd'hui. Il suffirait, et je vais toucher du bois pour que ça n'arrive pas, d'une deuxième vague Corona pour que les gens se disent ok, cette fois, on ne peut pas se passer de la formation, mais il faut faire autrement et on va passer en classe virtuelle assez rapidement. Donc oui, on a aussi, nous, des outils de classe virtuelle. Maintenant, on doit d'abord partir des demandes à la fois de nos clients mandants et puis des clients participants. Hein. Et là, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas forcément quelque chose de très demandé. Tu as parlé de formation orthographe, tu as des outils à nous recommander. Alors oui, celui qu'on propose, non, je rigole Sophie, mais oui, on peut vraiment en discuter ensemble. On a une solution qui permet de se préparer à la certification Le Robert. Et ce que j'ai bien aimé, parce qu'on en a évalué plusieurs quand même pendant 2-3 ans avant de devenir partenaire, ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'elle part de la situation du participant, une fois de plus. C'est-à-dire qu'il y a un test qui est fait au départ et le programme ensuite de formation qui est à distance, donc, est construit vraiment en fonction des points forts et des lacunes, on peut dire, ou des points à améliorer en tout cas du participant. Et c'est pour ça que j'ai préféré cette solution et qui permet en plus ensuite, avec en option le fait de se faire certifier le Robert
Donc d'avoir un score officiel 920 points, on peut ne pas le faire. Hein. Moi-même, je ne suis j'ai juste pratiqué. Mais c'est vrai que par exemple, si j'ai des problèmes avec les participes passés, eh bien, il va me remettre participe passé, jusqu'à ce que j'ai enfin un score qui puisse être bon là-dessus, tout en variant les modalités pédagogiques. Donc c'est ce que j'aime. Il peut y avoir des jeux, des textes à trous, des choses à écouter. Voilà. J'espère, Sophie, que j'ai répondu à ta question. Parfait. Donc je vois que visiblement il n'y a pas d'autres réactions ou questions. Je vais quand même revoir sur le chat s'il y a autre chose. Non, c'est tout bon. Donc simplement pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui voudraient réécouter. Alors je vais répondre. Je vois, j'aime bien tes dessins, c'est toi qui les fais. Alors non. Alors oui et non. Non, au départ, on les a pris sur une base de données d'images. Et puis, pour tout dire, des fois, on ne trouve pas exactement le petit bonhomme qu'il nous faut. Donc là, c'est notre super content manager, Jennifer, qui s'occupe de ça. Puis elle est en train de rougir en face de moi, donc j'aime bien. Qui s'occupe de ça, parce que oui, on n'a pas toujours le petit bonhomme avec le diplôme ou autre. Et puis, sur la remarque, oui, alors full screen, là, c'est parce que je voulais être ici. Pour l'instant, l'outil que l'on utilise, effectivement, a un bêta-test pour mettre en full screen. Mais qui ne marche pas encore très bien. Donc, c'est pour ça qu'on voit encore les petits bandeaux en haut et en bas. Voilà. Est-ce qu'il y a une documentation sur le ROE pour Merveille? Alors, j'en ai pas encore vu. Maintenant, ça peut se trouver. Je peux faire une recherche si tu le souhaites. De manière générale, hein, certains appelaient ça avant l'atteinte des objectifs de formation et donc font référence soit à la taxonomie de Bloom, soit au niveau 3 de Kirkpatrick. Et donc là, tu pourras trouver beaucoup plus de choses, sachant qu'il y a même aujourd'hui des certifications Kirkpatrick. Je te cache pas que c'est un des trucs que j'ai en tête et de me faire certifier là-dessus pour effectivement, une fois qu'on se fait certifier Kirkpatrick, ça veut dire qu'on met en place des formations ou des systèmes de formation qui sont orientés ROE et ROI, hein, c'est-à-dire atteindre des résultats. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Niveau 4 de Kirkpatrick, pardon. Hein. Enfin, les résultats. Niveau 3, c'est autre chose. Mais je regarderai quand même Merveille et je te tiendrai volontiers au courant si je trouve quelque chose. Voilà, je vois qu'on arrive gentiment à la fin. Vous aurez accès donc au replay dans les 2 minutes qui suivent la fin, puisque ça se fait de manière automatique. N'hésitez pas aussi à le dire à des collègues ou autres. Vous dites, tiens, ça aurait été sympa que Nathalie, Sylvie ou Julien suivent ce webinaire. Il peut le faire en différé. La seule chose qu'il ne pourra pas faire, c'est poser les questions en direct, mais il pourra de toute façon le faire en différé. Je vous remercie beaucoup. Pour nous, c'était vraiment très sympa d'animer ces 6 webinaires. Je pense qu'on y reviendra en septembre-octobre, peut-être avec un peu plus d'études de cas, autrement dit des clients qui viendront témoigner de manière directe ou qui nous permettront de parler de leur cas. Si vous avez d'autres idées, des envies de sujets, nous sommes toujours preneurs, donc contactez-nous. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on y répondra, pour autant qu'on ait quelque chose à dire sur le sujet. Hein. Évidemment, si vous nous demandez d'intervenir sur un thème qu'on ne connaît pas, on ne le fera pas, on vous le dira. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit. Bon resto, je ne crois pas, parce que je dois enchaîner avec un entretien après. Mais merci, je crois que c'est Sébastien. À bientôt et bonne relation client à tous. Salut!